En 2 ans et demi, j'ai dû investir dans les 90 000 euros en bourse. Ça sera pas parfait au début. Ouais. Et il faut accepter que ça soit pas parfait. Si vous investissez dans quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est là où vous allez prendre des risques. C'est-à-dire qu'il faut investir aussi dans quelque chose où on peut gérer à la fois ses études, ses projets de vie. On surestime beaucoup ce qu'on peut faire en 1 an, en 6 mois. Et on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en 5 et 10 ans. D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes démarrent souvent par la crypto. Ça, c'est vraiment le top du top pour vraiment augmenter sa capacité d'épargne. Ça, je t'avoue, à 100%. Moi, si je devais conseiller à quelqu'un qui démarrait, qui aujourd'hui est étudiant et qui ne gagne pas d'argent à côté. Selon une étude IFOP, 9 jeunes actifs sur 10 s'intéressent à l'investissement. Et je reçois également de plus en plus de messages de jeunes investisseurs qui souhaitent investir leur argent, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Pas d'épargne, peu d'épargne de précaution, très peu de budget. Comment bien répartir ces investissements, quel type d'investissement choisir? Et j'ai trouvé quelqu'un pour nous parler de tout ça, Axel Paris, qui saura nous parler justement des types d'investissements quand on est jeune. Et il a justement sorti un livre, Le guide financier des jeunes actifs, qui est extrêmement bien rédigé, mais à la place de le lire et à la place de voir de beaux schémas, comme sur ton livre, j'avais très bien vu, franchement c'est extra. J'ai décidé de t'inviter, enchanté de t'avoir aujourd'hui. Eh ben, merci Sony pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de pouvoir échanger. On va parler d'investir, de comment investir quand on est jeune, quoi. C'est un super sujet. Ouais, parce que très très large, comme je vous ai dit, j'ai de plus en plus de jeunes qui souhaitent investir, même mineurs, c'est-à-dire qui commencent à m'envoyer des messages vers 17, vers 16 ans, 17 ans. Donc je leur dis bien entendu de commencer à se former à travers des livres. Et à travers des livres, eh bien, tu es le premier que je recommande, bien entendu. Franchement, ton livre, j'ai regardé, il était super bien fait, super bien présenté, avec des schémas super propres. Donc franchement, très pédagogue. Très pédagogue, t'aurais pu faire prof. C'est ça l'idée, en fait, l'idée du livre. En fait, c'est un peu la continuité déjà de ce que je faisais sur YouTube. Ouais. Donc, pour rapidement me présenter, moi je m'appelle Axel, je suis créateur de contenu, donc je parle de finance, d'investissement, de bourse. Et en fait, mon credo, je ne vais pas me placer comme un expert ou comme un gourou ou quoi que ce soit. Moi, mon credo, c'est de dire, voilà, je suis un investisseur particulier, je suis aussi entrepreneur, voilà ce que je fais dans mon quotidien, voilà combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, quelles sont mes stratégies. En fait, c'est vraiment un retour d'expérience. Donc l'idée, c'est vraiment de partager ce que je fais avec beaucoup de transparence. Donc moi, je pense que ma petite spécificité, c'est d'être hyper transparent. On peut même jusqu'à voir mon numéro fiscal sur Internet, ce qui n'est pas hyper Partage idéal. tout. Ouais, un peu trop tout. Quand même. Je vais peut-être me calmer un petit peu. Mais ouais, en gros, l'idée, c'est de partager beaucoup de toutes mes expériences un petit peu. Donc, en fait, plus je fais, plus je peux partager, plus je peux interagir et apprendre plein de choses. Et en gros, donc ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ça. Et le livre, c'était un peu le cumul de tout ça. Donc, c'est un petit peu un petit guide, voilà, où il y a une partie sur comment gérer ses finances, ensuite comment investir, donc à la fois en bourse, en immobilier. Et moi, ce que je trouvais dommage, c'est que dans la plupart des autres livres qui parlaient de finances, en fait, on n'avait pas donc l'aspect concret, c'est-à-dire que les personnes allaient dire voilà, c'est bien d'investir à tel endroit, telle ville, et donner des chiffres, mais en fait, ils donnaient pas leurs chiffres concrets, enfin pas concrets, mais en fait, ils donnaient pas de contexte. Et je trouve que ça manquait de contexte. C'est d'ailleurs ce que je fais aussi typiquement sur mes vidéos, c'est de donner du contexte, c'est-à-dire d'où je viens, quels sont mes revenus, quelles sont mes dépenses, pour que les gens en fait puissent se mettre dans l'idée de ok, il a acheté tel appartement, tel prix, mais parce qu'il a les finances en adéquation, etc. Et forcément pour quelqu'un qui a un jeune investisseur qui a par exemple que 10 000 euros sur son compte, évidemment je ne vais pas lui conseiller d'investir dans l'immobilier. C'est un non-sens évident parce que l'immobilier ça coûte de l'argent, on peut avoir des galères, on peut avoir des problèmes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, parce que j'ai encore des galères tout récentes on va en parler. dans l'immobilier. Mais voilà, en gros, moi, mon credo, c'était la transparence, quoi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Pourquoi est-ce que tu en es arrivé là? Et à quel âge tu as commencé à écrire ce livre? Alors, je l'ai écrit, c'était donc, j'avais 22 ans. J'avais 2 ans d'activité, on va dire, sur YouTube, sur la partie un peu finance. Et moi, mon objectif avec ce livre, c'était du coup de faire une compile un peu de conseils, de tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais envie de dire, forcément. Et de donner du coup cette partie contexte qu'on n'avait pas forcément dans les autres livres. Parce que par exemple, je parle dans un moment de comment j'ai acheté mon premier appartement. Et en gros, c'est étape 1, je suis allé chez le notaire. Étape 2, j'ai envoyé le mail à l'agence, etc. Donc en fait, c'est vraiment assez presque tutoré. Ce qu'on n'a pas forcément dans les livres. Où en fait, par exemple... juste le fait de dire faites une offre, c'est une étape. Sauf qu'en fait, faire une offre, quand tu sais pas, t'as jamais fait d'offre de ta vie, tu sais pas comment faire une offre et la matérialiser. Donc moi, c'était le côté contexte. Et surtout, il y avait 3 raisons principales. La première, c'était la fierté de mes parents. Le fait de me dire j'ai accompli quelque chose et je rends fier mes parents. Et surtout que je leur avais caché que je l'avais écrit le livre. Donc 9 mois de travail et quand je leur avais donné en cadeau en main propre, franchement, c'était une consécration.
Ensuite, c'était le fait c'était un objectif de vie, de pouvoir écrire un livre et de se dire, voilà, dans ma vie, j'ai écrit un livre. Et en fait, ça prend énormément de temps. En fait, j'étais salarié à côté. Et en fait, alors pour la petite histoire, comment je m'étais organisé pour l'écriture du livre en termes de stratégie, au début, je me suis dit, je vais faire mon travail de la semaine, donc de salarié, plus la partie YouTube, et je vais terminer par j'avance sur le livre. Sauf qu'en fait, le quotidien en fait te mange tout ton temps, et au final, tu ne bosses plus du tout sur le contenu que tu veux. Donc au bout de 2-3 mois, je me suis dit, en fait, j'avance pas du tout. Donc, j'ai inversé la tendance. Je me suis dit, je vais bosser sur le livre en priorité. Et là, ça allait beaucoup plus vite, ça a découlé. Donc, quand même 9 mois pour l'écrire. Et du coup, la troisième raison, c'était le fait de compiler tous ces conseils et en fait d'avoir un point d'entrée dans mon écosystème. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir et me dit « Axel, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ?» ou c'est quoi tes recommandations, c'est quoi les outils que tu utilises et tout ça, je leur recommande ce petit guide qui est un petit peu la feuille de route, le démarrer ici, qu'on retrouve sur les sites pour un peu avoir le guide complet, quoi, la petite trame. Sur le démarrer ici, c'est super intéressant parce que tu vois, c'est un peu une notion de productivité là que tu es en train de nous parler. Justement, tu vois, quand tu étais jeune, tu étais salarié au départ. Je pense que tous les jeunes qui nous écoutent, jeunes actifs en particulier, ont un travail à côté. Comment est-ce que toi, tu t'es organisé justement pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que justement, ce guide financier que tu as publié, il ne parle pas que d'investissement, il parle aussi d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu conseilles justement, comment est-ce que tu vois justement ta productivité et comment est-ce que tu en es arrivé en même temps à être salarié, à te libérer du temps pour te lancer dans un side business? Parce que c'est un peu un pilier aussi d'enrichissement, ce side business. Comment est-ce que toi, tu l'as mis en place? En fait, c'est assez compliqué, je trouve, parce que quand tu es salarié, du coup, tu as ton temps qui est quand même bloqué de 8h à 18h et tu n'as que le temps du soir. Donc, quand tu es étudiant, en général, tu n'as pas beaucoup de... tu peux choisir tes distractions, donc tu n'as pas forcément une vie de famille ou quoi. Donc, tu peux prioriser. Et en gros, moi, j'ai priorisé le fait de pas de trop sortir et de prioriser à fond mon travail. Moi, j'ai eu la chance dans mes études de pouvoir faire un cursus où je faisais des demi-journées. Donc, je travaillais soit le matin, soit l'après-midi en études. Et donc là, ça, j'ai pu développer ma chaîne YouTube grâce à ça. Ensuite, j'ai pris l'alternance. Donc là, ça a rempli ma semaine. Et donc, c'est là où ça commence à devenir un challenge. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette manière-là de faire, c'est que tu avais d'un côté la sécurité de l'emploi, le fait d'avoir un salaire tous les mois qui tombe, et c'est prédictible, et c'est récurrent, et tu as un cadre en fait, qui te cadre, qui te dit 8h, 9h, et 8h, 18h, tu auras ton salaire. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et en plus, tu débloques, tu as les avantages et les inconvénients des deux côtés, de l'entrepreneuriat et du salariat. Donc le salariat, c'est régulier. Certes, tu as des horaires fixes et tout ça, mais en gros, tu as le patron qui va te dire quoi faire. Donc en fait, tu as aussi ce truc de, quand tu es entrepreneur, tous les jours, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelle est la priorité? Et ça, c'est aussi très challengeant pour soi-même en tant qu'entrepreneur, je trouve, de se dire ça. Dire qu'est-ce que je dois prioriser, est-ce que finalement j'ai passé 3 heures à corriger la couleur sur le bouton sur mon site et tout ça, parce que c'est pas hyper rentable et donc je pense que tu dois connaître ce genre de problème et donc voilà, en fait moi je voulais mixer les deux et je me suis dit tant que je fais pas un certain chiffre d'affaires, donc moi en gros quand j'ai démarré l'alternance, je me disais que je devais faire au moins 7-8 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour me dire je quitte mon travail et je me lance à temps plein. Donc c'est ce que j'ai atteint et en fait j'ai attendu d'avoir quand même 1 an de CDI, pouvoir utiliser l'effet de levier, investir en immobilier une première fois de manière assez conséquente, et ensuite du coup quitter à ce moment-là mon travail et faire la rupture conventionnelle. Donc en gros ma stratégie, moi jusqu'à présent, c'était 3 ans d'alternance, 1 an en CDI, pour avoir, en fait j'ai attendu le CDI pour avoir l'effet de levier, investir en immobilier. Oui. Et ensuite j'étais en micro-entreprise en parallèle de mes études, en parallèle de mon travail. Je suis passé en SASU, donc en structure juridique SASU, et donc j'ai pu faire une rupture conventionnelle et du coup demander le chômage. Donc du coup là je suis au chômage jusqu'à présent, donc ça me permet en fait de mettre de l'argent de côté dans la trésorerie de la société pendant encore 1 an et demi, donc ce qui est plutôt une bonne stratégie, plutôt assez pratique je trouve, comme petite méthode quoi. D'accord. Donc tu recommandes, toi, à ceux qui veulent investir, c'est d'avoir un side business à côté? Exactement. Ouais. Moi, ce que je recommanderais pour quelqu'un, en tout cas qui est un étudiant par exemple, à moins qu'il ait déjà un side business, on parlait de ses études qui marchent, mais si c'est pas le cas, moi je conseille absolument d'entrer dans un CDI, d'entrer dans un taf normal. Déjà pour avoir la sécurité de l'emploi, avoir un revenu régulier et commencer à mettre en place des habitudes. Commencer à mettre en place des habitudes d'investir régulièrement, de contrôler ses dépenses. Et pour moi, l'erreur numéro 1, mais vraiment erreur numéro 1 des gens qui investissent en bourse ou quoi,
même pas forcément ceux qui investissent, mais l'erreur numéro 1 pour moi, c'est le fait d'indexer ses dépenses sur ses revenus. Et donc, si tu indexes tes dépenses sur tes revenus, en fait, c'est catastrophique parce que si tu as une augmentation de 100 balles, en fait, tu vas dépenser 100 balles. Ou alors, tu vas dépenser 50 euros, mais tu auras une inflation sur tes dépenses. Alors qu'en soi, tu pouvais déjà vivre correctement avec 1000 euros, par exemple. Moi, en gros, ce que je faisais, c'est quand j'étais alternant, je dépensais autour de 1100, 1200 euros par mois de lifestyle. C'est vraiment donc loyer, charges, électricité, facture, restaurant, vraiment la totale. Et donc ça, c'était quand j'étais alternant. J'avais peut-être 300, 400 euros de micro-entreprise qui tombaient en plus. Moi, j'ai fait plein d'activités. J'ai fait aussi livreur Uber Eats. Enfin bref, j'ai fait plein de choses. Tout fait. J'ai fait plein de choses différentes parce que j'étais assez opportuniste aussi. Et donc, du coup, je me faisais du coup un delta. J'avais un delta entre mes revenus et mes dépenses qui était autour de 300, 400 euros net que du coup, je pouvais investir, que je pouvais épargner. Et en fait, quand j'ai commencé à augmenter mon chiffre d'affaires de micro-entreprise, en fait, il aurait été très facile de dépenser plus. Sauf que du coup, je me suis restreint. Je me suis dit non, garde tes mêmes dépenses. Ouais, tes mêmes dépenses. Va pas dans des hôtels, va pas dans des gros restaurants, etc. Garde ta vie qui te convient très très bien. En fait, ça n'a pas impacté mon niveau de bonheur. Et de ça, j'ai pu débloquer un delta d'épargne qui était énorme. Et en fait, quand tu peux investir plusieurs milliers d'euros par mois, en fait, ça allait très très vite. Je crois en 2-3 ans, en 2 ans et demi, j'ai dû investir dans les 90 000 euros en bourse. Donc, grâce à ça, en mettant énormément de côté. Et ça aussi, c'est une spécificité du statut de micro-entreprise. Quand on a un side business, c'est que la micro-entreprise, elle est rattachée à... Micro-entreprise, tu parles auto-entrepreneur. C'est ça, auto-entrepreneur, exactement. Ça, c'est le même terme, mais en fait, l'entreprise, donc de la micro-entreprise, l'auto-entreprise, en fait, elle est assimilée à l'entrepreneur, donc c'est la même personne. Donc dès l'instant où tu vas recevoir de l'argent, ton chiffre d'affaires, tu vas payer tes cotisations sociales dessus, et ensuite l'argent t'appartient, c'est à toi. Donc là, c'est nickel. Par contre, quand tu es en société, c'est une personne morale distincte. Donc quand la société gagne de l'argent, il faut te verser un salaire, mais ça te coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et là, tu vas te dire, est-ce qu'il vaut mieux investir en société, en perso? Donc c'est un trading, on va dire, qui est un peu compliqué à faire. Ouais, je sais que toi aussi, tu es passé en société. Ouais, je suis passé en société très récemment. Comme au début, pareil, j'étais auto-entrepreneur, micro-entreprise. Avec ma première école, c'était Kapou Kapeps. D'ailleurs, j'ai toujours ma première école, ça marche toujours. Micro-entreprise. Et ouais, c'est vrai que les gains que tu reçois, c'est directement sur de l'impôt sur le revenu. Du coup, c'est directement de l'argent que tu peux utiliser pour investir en compte perso. Et c'est vrai que ce que tu disais, tu vois, j'aimerais revenir sur ça, sur cette notion de budget, de budgétisation. Je pense que ça, c'est une première étape. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à l'investissement. Ouais. Quand on commence à gagner et qu'un side business commence à fonctionner, ou même en tant que salarié, commence à se construire, tu vois, une petite cagnotte, une enveloppe d'épargne. Je pense que c'est super intéressant. Souvent, on recommande aux gens d'épargner entre 5 à 10% de leur salaire mensuel. Toi, tu recommandes, comment est-ce que tu fixes justement ton budget quand tu vises à épargner ? Ouais, même, c'est vrai qu'il y a un conseil qui est très souvent donné, c'est la règle du budget du 50, 30. Alors, non, là tu parles du 50-30-20. Ouais, 50-30-20. Il dit, alors je crois que c'est 50% des loyers, 30% des charges fixes. 50% de charges fixes, 30% des dépenses courantes, c'est-à-dire loisirs, etc. Okay. Et 20% c'est des dépenses investissement. Exactement. Et en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec cette méthode, d'ailleurs c'est pour ça que je la connais pas très bien. Parce que en fait, c'est tellement variable en fait, de la situation de la personne. Oui, bien sûr. Seul couple, tu gagnes 1000 euros, tu gagnes 5000 euros, bah, ça n'a rien à voir. Donc en fait, ces pourcentages, ils ont pas de sens. Donc moi, la trame que je recommande et celle que je propose aux gens et que j'applique à moi-même, la première étape, c'est d'abord de créer son schéma, son organigramme de système. Ça veut dire que, alors, c'est pas très clair comme ça. En gros, lisez le livre, c'est plus clair. Je vais l'expliquer. En gros, son organigramme, c'est si vous êtes par exemple juste entrepreneur et en micro-entreprise, bah, vous allez peut-être vous allez faire un schéma vraiment sur un papier ou sur un logiciel de dessin libre et vous allez faire une tête, donc vous, et une autre qui va être votre micro-entreprise par exemple. Donc là, on va dire que vous avez plus ou moins 2 entités. Si vous avez une société, bah là, vous pouvez aussi créer une autre entité qui va être une autre société. Si vous êtes associé avec quelqu'un d'autre, bah, vous créez une autre entité. Et en fait, vous allez créer des liens comme ça et vous allez créer en fait votre schéma d'entité. Et ensuite, à partir de ce schéma d'entité, là, vous allez schématiser vos finances
et schématiser surtout les flux financiers. Donc moi, ce que je recommande, c'est pour chaque entité. Donc par exemple, vous en tant que personne physique, par exemple moi Axel Paris, et un autre schéma pour schématiser ces flux, par exemple pour Forecast Media, ma société. En gros, là, je vais schématiser mes flux. Donc c'est très simple, le flux, c'est au milieu, je vais avoir mon compte bancaire, à gauche, je vais avoir tout ce qui rentre, et à droite, je vais avoir tout ce qui sort. Et je peux avoir en bas tout ce qui va être toute la partie épargne, donc investissement, etc. Et en fait, en schématisant comme ça, vos revenus, vous allez pouvoir dire par exemple, moi la micro-entreprise, je sais que je vais avoir que mes revenus d'activité qui vont rentrer là-dedans. Et pour les dépenses, je ne vais dépenser que mes dépenses pro par exemple. Et vous allez avoir une autre dépense qui va être par exemple rémunération, qui va atterrir sur votre compte perso. Et en fait, en schématisant ces flux, donc déjà vous allez avoir une clarté de tout ce qui se passe et ça va vous permettre de regrouper les transactions de même type. Ça veut dire que par exemple, si vous êtes à la micro-entreprise et que vous dépensez, je ne sais pas moi, votre loyer par exemple avec votre compte de micro-entreprise, votre compte bancaire de micro-entreprise, c'est une erreur. Il faut dépenser tout ce qui va être dépenses perso, le dépenser avec son compte perso, et tout ce qui va être des dépenses pro, le dépenser avec son compte pro. Donc l'idéal, c'est quand vous avez une micro-entreprise, vous avez une sortie qu'on va appeler rémunération, qui va arriver sur votre compte courant perso et qui va être votre gros virement. C'est comme un salaire que vous allez vous verser plus ou moins. Et donc en schématisant ces finances, vous allez avoir une clarté d'esprit sur qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et où. Et ensuite, grâce à ça, vous allez savoir en moyenne, par exemple, mes revenus c'est tant, en moyenne mes dépenses c'est tant, et vous allez calculer en fait le delta entre les deux. Ce delta, ça va être votre restant, votre reste à vivre. Donc, ça va être par exemple 500 €, 800 €. Et ces 500 €, c'est là où vous allez pouvoir vous dire, maintenant j'ai ça de disponible, qu'est-ce que j'en fais ? Je vais prendre par exemple dans ces 800, 300 € que je vais épargner sur un coffre d'épargne ou sur un livret, et le reste, je vais l'investir. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir budgétiser. Et à partir de ce schéma-là, on passe à la dernière étape, qui est la 4e étape. C'est le fait d'automatiser. Donc, quand vous allez décider je veux par exemple épargner 200 € tous les mois, je veux investir 400 € aussi sur un compte titre ou n'importe quoi, ou sur un PEA, là, vous allez mettre en place des virements automatiques. Donc, c'est le fait de vraiment faire un virement automatique dès qu'il y a le salaire qui rentre, 2 jours plus tard. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Exactement. C'est le fait, alors que ce soit micro-entreprise, salarié, CDI, intérim, etc., c'est vraiment dès lors que vous recevez en fin de compte votre paye, le but c'est d'automatiser en fin de compte. Dès lors que vous recevez un virement de votre travail, c'est directement l'injecter vers une enveloppe d'épargne, vers une enveloppe d'investissement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs applications qui permettent de le faire, notamment Trade Republic avec les plans d'investissement programmés. Il y a des trucs vraiment géniaux qui se font à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est vraiment indispensable. Mais ouais, pour un salarié, en tout cas, vraiment voir donc toi, tu conseilles plutôt voir tout ce qui rentre et voir tout ce qui sort. Et moi, je verrais bien en schématisant justement avec ce schéma global. Et après, pour connaître ces montants, justement, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, là, alors soit vous allez sur votre application bancaire pour aller pointer les transactions et avoir les stats. Un petit peu sur Revolut, on peut avoir ces stats. Tu peux aller voir ça. Ce qui sort. Je pense que c'est pas mal. Après, il y a des outils qui font du suivi, comme Bankin, qui fonctionne assez bien. Alors, Bankin, d'ailleurs, j'ai vu, ça a grave baissé. En termes de qualité, je sais pas si Alors, au début, moi, je l'utilisais tout le temps. Et maintenant, tu as des pubs qui partent à gogo. C'est sans cesse. Alors, est-ce qu'après, il faut payer ? Mais même en termes d'avis, quand tu vas sur Google et tout, il y a ça baisse vraiment. Sinon, après, je pense qu'il en existe plein d'autres sur le Play Store ou sur l'App Store. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Aussi qui est assez connu. Et en fait, tous ces trucs-là, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, on connecte tous ces comptes. Donc, si on a plein de comptes, et en gros, ça montre les flux rentrants, les flux sortants de son écosystème, entre guillemets, de tous ces comptes. Donc c'est pas mal et surtout ça vous permet de pointer vos transactions et après vous avez des catégories, vous savez que dans l'alimentaire vous allez dépenser tant, vous allez dépenser tant, etc. Donc franchement c'est pas mal et moi c'est ce que je recommanderais du coup. Donc voilà, c'est différents niveaux. Donc ça pourrait être un premier prérequis, donc savoir budgétiser. Savoir vraiment savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et est-ce que tu verrais d'autres justement prérequis pour ceux qui souhaitent investir leur argent, investir leur épargne ? On va rester plutôt sur un plan salarié étudiant, tu vois, vraiment ceux qui n'ont pas de micro-entreprise. Ça, c'est vraiment le top du top pour vraiment augmenter sa capacité d'épargne. Ça, je t'avoue, à 100%. D'ailleurs, ça m'a aidé également. Et quels sont, toi, les autres prérequis, tu penses, pour pouvoir investir ? Les prérequis pour investir, je pense surtout quand on est jeune. Je dirais que là, alors je ne sais pas si je le classerais comme un conseil, mais ce que je ferais à titre personnel et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre tout de suite 10 ou 50 € pour tester, pour me dire, ok, c'est quoi de mettre 10 € là-dessus. Et en fait, dès que vous avez mis 10 €, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez dire, ok, mais tiens, j'ai pas compris, j'ai passé un ordre en bourse, mais l'ordre s'est pas exécuté tout de suite. Putain, j'ai pas compris pourquoi c'est exécuté que le lundi, par exemple. Tu vois.
Donc en fait, on teste, on se heurte à des problèmes et ensuite, 3 jours plus tard, on va regarder des vidéos qui expliquent comment fonctionnent les marchés financiers, etc. Et là, vous allez dire « Ah, mais c'est ça, parce que les marchés sont fermés le dimanche et donc pour ça, je ne peux pas passer mon ordre. » Et je trouve que c'est pas mal de se dire un peu test and learn. Tu vois, je vais tester avec 10 €. J'achète n'importe quelle action parce qu'au final, 10 €, même avec l'action la plus volatile, au pire, vous perdez 10 €. Donc, ce n'est pas non plus un gros risque. Donc, moi, ce serait la première chose, c'est de tester avec un petit montant. Ensuite, on apprend, on essaie de découvrir tous les termes. Donc, si vous allez sur l'interface, l'avantage avec, par exemple, l'application comme Trade Republic, c'est que vous allez avoir une interface qui est tellement simplifiée que finalement, vous avez peu de termes techniques. Donc, pour le coup, c'est vraiment go-to-market. Enfin, c'est hyper simple à tester. Ouais. Si vous passez sur des courtiers un peu plus robustes comme Interactive Broker, DeGiro, là, vous allez avoir des termes qui vont apparaître, qui vont être un peu plus complexes. Et dans ce cas-là, il faut aller faire des recherches Google et il faut prendre plusieurs heures pour apprendre. Parce que si vous investissez dans quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est là où vous allez prendre des risques. Là, on prend des risques. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, mon deuxième prérequis que je donnerais, ce serait de bien comprendre les risques et de bien les matérialiser. Donc, les risques, c'est quoi ? C'est déjà le risque de perte en capital quand vous investissez dans une action. Par exemple 10 €, peut-être que l'action va perdre 50% de sa valeur et là vous pourrez perdre du coup la moitié de ce que vous avez posé. Donc c'est important de se dire, par exemple, c'est pas parce qu'un ETF a fait 10% par an en moyenne que l'année prochaine il fera 10%. Et tu vois, c'est là où j'ai un peu de mal avec notamment les calculateurs d'intérêt composé, où on voit par exemple, tiens, si je mets 10 000 € tout de suite et 200 € tous les mois, ça fait tant. Ça fait tant, 8% par an. Et tu vois la courbe qui fait ça. Sauf qu'en fait, si tu regardes les marchés financiers, la courbe, elle est comme ça. Ça fera comme ça, ouais. Voilà. Et donc, ça a toujours une gueule qui est pas aussi intérêt financier, enfin, pas aussi intérêt composé. Et en fait, donc pour moi, il y a plusieurs risques. Donc, il y a le risque déjà de perte au capital lié au titre et de la valeur du titre. Il y a le risque de change. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut aller se renseigner. Si vous investissez dans des actions cotées en dollars canadiens ou sur d'autres places boursières, vous allez avoir ce risque-là qui va être à considérer. Vous allez avoir le risque de contrepartie. Enfin bref, il y a différents risques. Et il y avait quoi aussi ? Les risques liés aux plateformes aussi, très importants. Dont on ne parle pas souvent, mais si vous investissez sur une plateforme qui vous dit souvent zéro frais ou alors une plateforme un peu où il n'y a pas beaucoup, en fait, il faut faire sa due diligence. Il faut aller regarder les avis, il faut aller regarder s'il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes avec les plateformes et aller vérifier que tout va bien, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est régulée dans votre pays, que le siège social n'est pas... alors, c'est pas forcément un red flag, mais si le siège social est à Chypre ou dans un pays d'évasion fiscale, je ne vise pas de courtier, mais pour moi, j'en ai un là, du coup, en tête. C'est quand même des orange flags, je veux dire. Donc moi, j'irais plutôt sur des courtiers qui ont pignon sur rue, quitte à économiser en fait 3 € de frais. En fait, il faut aussi se remettre dans le contexte. C'est OK, je vais payer 0 frais, mais si je passe 10 ordres par an, en fait, je vais payer 15 € de frais. Ça dépend des montants. Ouais, en fait, après, vous pouvez être sûr. En fait, si vous payez 0 frais de commission, enfin, s'il y a souvent le 0 frais, c'est qu'il y a quelque chose aussi derrière qui se cache. Il faut voir le courtier comme une entreprise, quoi. C'est une entreprise. Ouais. Et à un moment donné, il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc après, ça peut jouer au niveau du spread. Donc c'est vrai, ça peut jouer. Mais justement, là, on parlait d'actions, on parlait d'ETF, on parlait de plus de bourse, du coup. Mais est-ce que toi, tu recommanderais à un jeune d'investir en bourse dans un premier temps ou plus dans l'immobilier ? Parce que je sais qu'aussi, tu fais un petit peu d'IMO, toi. Et j'aimerais savoir quelle est ta position là-dessus. Ouais, moi j'ai testé les deux. Du coup, j'étais encore en alternance quand j'ai acheté mon premier appartement. Donc c'était un petit appartement qui valait, j'ai acheté 34 500, donc pas hyper cher. Et là, en gros, j'avais du mal à me faire financer. Donc on peut se faire financer quand on est étudiant, mais c'est compliqué. C'est plus compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'avais mis 20 000 de mon épargne avec la micro-entreprise que j'avais mis de côté. Et l'autre partie, c'était mes parents, donc 20 000 € à peu près, qui ont complété. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir un appartement cash. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, les seuls petits warnings que j'ai envie de donner, c'est en fait l'immobilier, ça doit correspondre à un certain type de personne. Il y a pas une question, c'est pas qu'une question de faut un portefeuille équilibré, etc. C'est surtout quel type d'investisseur on est. Si on a un investisseur qui veut du digital, qu'on veut pas se prendre la tête, on veut pas avoir des problèmes à gérer, n'allez pas dans l'immobilier parce que vous allez avoir des problèmes. Vous allez devoir déjà le process d'achat est hyper long. Moi, mon premier appartement, j'ai fait la visite en juin, j'ai mis mon offre à ce moment-là et je l'ai acheté en décembre. Je l'ai eu les clés en décembre pour vous dire. Et mon premier locataire est arrivé en février d'après. Donc 7 mois entre la première visite et le locataire est en place, je touche le premier loyer. Donc quand même assez long. Le deuxième projet que j'ai fait, donc là c'était grâce au CDI. Là j'ai visité, ça devait être en novembre. Et j'ai acheté en mars après, donc pareil, à peu près 5-6 mois de délai. Et mes premiers locataires sont arrivés l'été d'après.
Donc vraiment, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Donc il faut être patient dans l'immobilier. Il faut avoir de l'argent, vraiment pas mal d'argent de côté. Là, typiquement, pour le projet d'immeuble de rapport, donc quand on a un petit appartement, on n'a que les charges de copropriété, il n'y a pas de gros risque que ça coûte cher, à part un ravalement de façade, mais ça peut être quelques milliers d'euros. C'est pas non plus, pour moi, c'est pas non plus un très gros risque. Dans le cas où vous achetez un immeuble de rapport, par exemple, en fait, une toiture à refaire, ça coûte vraiment très vite cher. Moi, j'ai eu une infiltration, par exemple, qui m'a coûté 10 000 euros à réparer, mais si je devais refaire l'ensemble de la toiture, ça coûterait 30 000 euros. Tu vois. Donc, et pour un projet de 220 000 euros. Donc en fait, il faut avoir les reins solides, il faut avoir de l'épargne. Un étudiant n'a par définition pas forcément beaucoup d'épargne à ce moment-là. Donc moi, l'immobilier, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Par contre, la bourse, c'est quelque chose que je recommanderais effectivement pour se faire les pieds, on va dire. C'est ça, ouais, personnellement, tout à fait. Ouais. Et en fait, on peut investir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut investir dès 5-10 euros. Moi, la petite erreur là où j'aurais un peu de mal, c'est quitte à faire de l'immobilier, je ferai de l'immobilier physique, mais je ne vais pas forcément, à titre personnel, aller sur les plateformes de crowdfunding immobilier. D'accord, ok. Ou alors, en fait, crowdfunding, le problème, c'est que en fait, c'est le mix entre la bourse et l'immobilier physique, mais comment dire, avec des inconvénients. C'est-à-dire que la bourse, tu t'achètes des titres, tu peux recevoir des dividendes, par exemple, donc plus ou moins une sorte de revenu, et tu as ton titre qui se valorise. En crowdfunding, par exemple, tu vas investir dans. Alors, la plupart des plateformes, il faut voir, mais la plupart sont des obligations. Et en gros, tu n'as pas de revalorisation de ton obligation, tu n'as qu'un rendement, donc tu as 8% qui tombe. Ok, mais en fait, tu as immobilisé du cash pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu ne peux pas revendre tout de suite, parce que ça dépend, il faut qu'il y ait un marché aussi secondaire pour pouvoir revendre tes titres, et pour avoir 8% brut ou 10% brut, selon le réel, parce que. On a vu avec Brix, il y a eu une promesse, il y a eu un réel sur ce qui tombe sur les comptes en banque, ce qui n'est pas la même. Mais par exemple, en bourse, l'avantage, c'est que tu achètes ton titre, c'est hyper liquide. Donc, tu peux le revendre quand tu veux et tu n'as pas de problème, quoi. Donc, moi, pour un étudiant, je recommanderais beaucoup plus la bourse pour démarrer dans l'investissement, comprendre un petit peu les mécanismes et tout. D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes démarrent souvent par la crypto plutôt que la bourse. Je sais pas, toi, tu en as beaucoup dans ton audience. Si, beaucoup plus de crypto-monnaies. Forcément, après, on est les promesses de gain rapide en crypto-monnaie. Quand tu peux voir certaines cryptos qui font du 1000% en quelques semaines, ça fait rêver, quoi, tu vois. Ouais. Et forcément, tu vois, les multiples, ils sont énormes. Et par rapport, tu vois, au montant que tu peux déposer, forcément, tu vois, quand tu dis que tu peux déposer 50 euros, tu vois, un étudiant, ils ont forcément des petites sommes, tu vois, à déposer. Donc, tu dis 50 euros avec un rendement, je sais pas, qui fait entre 1000 et 10 000%, et tu peux te retrouver avec de très, très belles sommes. Donc, forcément, mais par contre, il faut savoir que le risque et le rendement, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Après, bien sûr, tu as l'autre trajectoire qui est le temps. Le temps, plus tu allonges le temps, enfin en tout cas en bourse, c'est comme ça qu'on a vu, notamment sur les marchés américains. Plus tu décompresses le temps sur le long terme, plus on est gagnant. En tout cas, les statistiques nous le montrent. Mais justement, j'aimerais revenir par rapport à ça sur la bourse. Toi, tu plus ETF si tu revenais, tu vois, à ton âge de 18 ans, tu vois, bien jeune. T'as quelques sous à faire. Tu investirais plutôt sur les actions ou plutôt sur les ETF ? Aujourd'hui, j'ai pris une direction où je vais partir sur. Alors, je vais répondre à ta question parce que j'ai développé pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Oui, vas-y. Moi, si je devais redémarrer l'investissement, en fait, démarrer l'investissement à 18 ans, je partirais sur des ETF. Je partirais sur des ETF parce qu'en fait, c'est simplicité d'esprit. Et en fait, l'investissement, pour moi, n'a pas vocation à être actif à moins que tu travailles dans ce domaine. Donc là, aujourd'hui, c'est plus ou moins indirectement mon métier, ou en tout cas une partie de mon métier. Et tous les gens que je connais sont dans ce domaine-là. Donc forcément, ils ont des niveaux de connaissances assez élevés qui leur permettent, comme toi, tu as un niveau de connaissances assez élevé qui te permet de dire je vais essayer de battre le marché, je vais aller chercher du stock picking, je vais aller chercher des actions de rendement, actions à dividendes, etc. Maintenant, pour un étudiant, je pense à l'étudiant classique qui, lui, ne va pas devenir youtubeur, ne va pas devenir influenceur, qui ne va pas parler de finance ou qui ne va pas être banquier. Donc le mec fait un métier normal, etc. Pour lui, je lui dis, prends effectivement un pourcentage ou un certain montant tous les mois, investis dans un ETF. Et franchement, après avoir discuté avec pas mal d'investisseurs, hier encore, j'étais à un meet-up Finari, j'ai discuté avec d'autres investisseurs et en fait, il y a une personne qui me disait, en fait, moi, c'est très simple. Dans chacun de mes contrats, donc soit PEA, CTO, etc., il m'a dit, j'ai une seule ligne, c'est un ETF. C'est soit ETF SP500, ce qu'il me disait, soit ETF Monde. Limite quelques ETF Emerging Market et encore, il trouve que c'est moins performant. Enfin, ça a été Emerging Market, c'est pas très très performant d'après ce qu'on peut voir. Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord à la fois dans la mesure où, alors c'est plus d'un point de vue apprentissage compétences. Moi, je ne mettrais pas à côté les actions.
Parce que si tu comprends pas le fonctionnement à l'interne d'un carnet d'ordre, par exemple, comment tu vois la loi de l'offre et de la demande entre une action et puis entre un acheteur et puis un vendeur, si tu ne connais pas tout ça, tout ce qui régit les règles d'une action, d'une entreprise, si ton ETF commence à voir rouge, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri qu'un S&P 500, qu'un Nasdaq perd 20%, perd 10%, qu'est-ce qui se passe en fin de compte psychologiquement? Si tu es quelqu'un, tu vois, à aller voir régulièrement ton téléphone, à aller checker régulièrement tes performances sur un ETF, tu peux dire attends, comment ça se fait que mon ETF, on m'a dit que c'était pas risqué, on m'a dit que c'était stable et tout, tu perds 10%. Mais si tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une baisse, si tu comprends pas la logique interne de la bourse, ça peut être problématique. En tout cas psychologiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que... Attends, j'arrête 30 secondes cette interview juste pour te dire que j'ai créé une formation 100% gratuite avec 3 vidéos pour t'apprendre à créer le système qui t'apprendra à protéger ton avenir financier. Tu le sais, depuis que l'écosystème Sequoia a vu le jour, j'ai vraiment cette ambition à aider un maximum de personnes à construire leur sécurité financière à l'aide de leurs économies. Pour rejoindre cet atelier, c'est le premier lien dans la description. On reprend l'interview. Pour moi, je pense qu'il faut déjà se former sur les actions, comprendre comment ça fonctionne. Mais après, par contre, sur la pratique, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que les ETF sont sont moins prises de tête, te permettent d'être beaucoup plus diversifié tout en combinant aussi la performance. Je suis complètement d'accord, mais pourquoi je dirais un mais? Parce que en fait, là aujourd'hui, je développe une nouvelle branche dans mon activité et je rencontre des gens qui sont pas du tout dans l'investissement. Même au quotidien, j'ai plein d'amis, etc. Même, en fait, c'est ouf, mais tu montres à quelqu'un qui n'investit pas, tu leur montres ton portefeuille, tu montres, ok, regarde, j'ai fait 30% sur mon capital, tu vois. Et je parie que tu en as au moins la moitié qui vont dire, ouais, mais ça m'intéresse pas. Ils vont dire, moi, ça m'intéresse pas. Ah oui, bien sûr. Et en fait, ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, pour vous, ce qui devrait être mis en place, c'est de l'investissement passif simple ETF, et tu n'as pas besoin de comprendre ce que c'est une action, tu n'as pas besoin de le faire, parce qu'en fait, c'est des gens, ces personnes-là, aujourd'hui, ce qu'ils font, en fait, ils ont une assurance vie, ils ont un PER que la banque leur a ouvert, et en fait, derrière, c'est des fonds euros ou alors une partie en unité de compte. Derrière, c'est des fonds actifs qui investissent finalement sur les marchés, et ça voit autant en rouge, voire même plus en rouge, qu'un SP500, qu'un ETF Monde. Moi, je pense que les épargnants classiques n'ont pas besoin, l'épargnant moyen n'a pas besoin d'avoir accès à ces données-là. Et je pense que c'est aussi la vocation des plateformes un peu style Trade Republic qui veut, c'est un peu le message qu'ils veulent faire circuler. C'est en gros, épargne, ne passe pas de temps dessus, c'est pas ton métier. Et voilà. Et après, évidemment, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, pour ceux qui se renseignent, qui veulent aller plus loin, mais c'est trop bien de pouvoir avoir des contenus où tu peux comprendre ce que c'est qu'une action. Effectivement, tu comprends ce que c'est qu'un carnet d'ordre. Moi, par exemple, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Axel Investir avec Interactive Broker, où là, je décortique le courtier Interactive Broker. Mais c'est ouf parce que ce courtier te permet même d'aller voir l'exécution de tes ordres. C'est-à-dire que tu sais exactement à quelle microseconde ton ordre est exécuté, comment il est divisé. Par exemple, quand tu achètes, j'ai une bêtise, mais tu achètes par exemple 10 actions Apple, eh bien, certainement que tu as 5 actions Apple qui vont être achetées sur le Nasdaq et tu en as 5 autres qui vont être achetées sur une autre place boursière ou via un autre système de routing. Et en fait, tu as le détail précis. Mais parce que moi, je suis un ouf de ça et j'ai envie de regarder, tu vois, je vais passer 2 heures à regarder ça, à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a des gens qui vont vouloir l'entendre. Mais la plupart des gens, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc simple. Donc, un investisseur qui aurait 18 ans, qui veut démarrer, moi, je lui dirais, fais un SP500, fais un ETF Monde, un truc assez classique. Et en fait, passe pas du temps dessus, quoi. T'as pas besoin de passer de temps dessus. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, parce que en plus de ça, tout dépend des objectifs, tu vois, des jeunes. Et souvent, quand on débute, on va chercher à capitaliser plutôt. On va pas chercher à créer des revenus passifs, que ce soit avec les actions à dividendes ou que ça soit même se mettre en danger sur du stock picking, parce que oui, le stock picking, il faut savoir qu'en plus, il y a des études qui le démontrent. 89% des gérants actifs, alors c'est une étude Spiva si je me trompe pas, ne battent pas le marché. C'est-à-dire que même en sélectionnant individuellement les actions, eh bien, ils ne parviennent pas à faire mieux qu'un S&P 500, ne parviennent mieux à faire un Nasdaq. Donc autant rester sur quelque chose de beaucoup plus diversifié, un panier d'actions. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a même pas expliqué ce qu'était un ETF. Un ETF, pour vous simplifier, c'est un fonds d'investissement, un produit, donc un type de placement où vous allez viser à reproduire en fin de compte un indice boursier. Donc un indice boursier, vous avez le CAC 40, par exemple, pour vous schématiser ça, c'est les 40 plus grandes capitalisations françaises. Donc vous avez du LVMH, vous avez du Air Liquide, etc. Et vous avez tout ça dans un seul et même panier au lieu de
sélectionner une seule action. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment l'avantage. Et donc, par rapport en bourse, toi, tu... Alors moi, oui, vas-y. juste pour rebondir sur la stratégie que moi je fais aujourd'hui. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt PEA, CTO. Toi, tu es dans quel secteur? C'est ça. Alors moi, à titre personnel, en fait, comment ma stratégie a évolué. Donc, moi, ce que je recommanderais pour un mec de 18 ans, ce serait effectivement simple, ETF et tout. Moi, aujourd'hui, j'ai dévié. Ma stratégie actuelle, c'est quoi? C'est à titre personnel, j'ai un PEA. Pour l'instant, que je n'abonde plus. Pourquoi? Parce que je suis actuellement au chômage. Donc, j'ai à peu près l'équivalent de 1100 € de chômage. Donc, ça couvre à peine, on va dire, mes dépenses quotidiennes. Donc, loyer, facture, tout ça. Donc, forcément, je n'ai pas, à titre perso, de revenus à placer en bourse, comment dire, sur l'entité Axel Paris. Par contre, mon entité Forecast Media, donc, qui est ma société, qui elle va avoir les revenus, donc il y a le YouTube, il y a toutes mes activités professionnelles, donc elle va générer beaucoup de revenus, mais par contre comme je me verse pas de salaire, en fait il y a de l'argent qui dort sur son compte. Qui dort sur la trésor. Donc là pour l'instant j'ai ouvert un compte titre au nom de ma société, donc au nom de l'entité morale, de la personne morale, elle a un compte titre, donc c'est la société qui investit en bourse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité en société, c'est assez particulier. Pour faire dans les grandes lignes, vous pouvez acheter des ETF au nom de votre société, mais vous allez être fiscalisé sur les plus-values latentes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une plus-value latente, c'est vous achetez par exemple un ETF 100 €, à la fin de l'année, il vaut 150, vous ne l'avez pas encore revendu, vous avez une plus-value latente de 50 €. Et bien en fait, en société, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés sur ces 50 € qui sont latents, même si vous n'avez pas encore vendu vos actions, ce qui est différent dans le cas d'une personne physique. Et donc ça, c'est si vous achetez des ETF. Il y a une seule exception, c'est quand vous achetez des ETF qui vont avoir une composition, je crois, autour de 90% européenne. Et là, vous n'allez pas payer de manière latente, mais vous allez payer une plus-value vous allez payer votre impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées. Et l'autre cas, le cas standard, c'est quand vous allez acheter des titres vifs. Donc quand vous allez acheter des actions individuelles, vous allez acheter du Apple, du Amazon, du Facebook, du machin. Là, vous n'allez pas payer d'impôt sur les plus-values latentes, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées. Donc là, aujourd'hui, moi, c'est ma stratégie. Entre guillemets, j'essaie de battre le marché, j'essaie de faire mieux que le marché en achetant des titres vifs au sein de mon compte titre de ma société. Pour l'instant, je sous-performe le marché. Pourquoi? Parce que, en gros, il y a une grosse partie de mon cash qui est déposé sur le compte titre qui s'appelle, le broker par lequel je passe, c'est Interactive Broker. Et en fait, ça me permet de rémunérer donc mon cash. Donc là, aujourd'hui, j'ai mon cash qui est rémunéré avec un certain taux de rémunération, vu que le taux de la BCE est en ce moment assez élevé, c'est-à-dire autour de 3-4%. Donc là, j'ai mon cash qui est rémunéré et toutes les semaines, j'achète des actions. Donc là, j'ai une grosse partie de cash, j'ai mes actions qui commencent à s'acheter au fur et à mesure. Et donc forcément, si je compare mon portefeuille global avec une petite partie d'actions et énormément de cash, contrairement à si j'avais tout investi dès le début sur un SP500 ou sur un ETF Monde, je sous-performe. L'idée, c'est de voir maintenant sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que ça a surperformé. Donc voilà, moi, c'est un peu ma stratégie. Toi, à titre personnel, c'est quoi du coup ta stratégie? Parce que je sais que tu es en société. Tu as peut-être une autre stratégie différente? J'ai totalement deux stratégies. J'ai plutôt sur des actions en stock picking, moi, plutôt sur des actions à dividendes. Le fait d'investir régulièrement sur certaines actions de qualité uniquement, où je vise plutôt sur la croissance, à la fois sur la croissance des revenus de l'entreprise et à la fois sur la croissance des dividendes, pour à la fois m'enrichir. En fin de compte, j'ai une stratégie où j'essaie de m'enrichir plusieurs fois, à la fois sur les plus-values avec l'action que j'espère de qualité, et à la fois sur la croissance du montant du dividende et sur tout simplement pour dégager des revenus passifs avec les dividendes. Donc c'est plutôt ça ma stratégie. Ensuite, moi j'ai un bloc PEA. Moi je continue d'investir en tout cas sur mon PEA, sur les actions françaises. Donc forcément je me sors du cash de ma société pour investir ensuite sur mon PEA. Bien sûr on n'oublie pas, là on se fait manger ensuite par les cotisations sociales, etc. tu fais douiller. En gros quand tu sors, souvent c'est ce que m'a dit ma comptable, du coup maintenant on a la même. On a la même. C'est quand tu sors par exemple 3 000 €, en fin de compte tu payes environ 40 à 50% de supplémentaires en gros sur ta société. Enfin, parce que toi, t'es en URL. En URL, ouais, c'est ça. Moi je suis en SASU et en gros tu le verses en salaire. Donc toi c'est une rémunération mais c'est plus ou moins la même chose. Moi ça me coûte 80%. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Ah ouais, c'est pour ça que tu le fais pas. Et en fait parce que je suis au chômage, mais dès l'instant où je vais quitter le chômage, que j'aurai plus chômage, je vais basculer en URL certainement, ou monter un format peut-être un schéma un peu holding pour prendre des parts dans d'autres sociétés. Du coup, voilà. Mais ça, c'est plus dans un cadre entrepreneurial, on va dire. C'est ce que m'a dit le comptable. Il me dit faut que Axel ouvre absolument une holding, faut qu'il le fasse. J'ai beau lui répéter, il le fait pas. Ça va venir. Donc ouais, ça aussi c'est pas mal. C'est excellent. En tout cas, la partie investissement. Donc toi, tu commencerais plus à la bourse. Ensuite, alors l'immobilier un peu moins du coup, d'après ce que j'ai compris. En fait, alors après quand t'es étudiant, je dirais on peut y aller, mais il faut aller sur des petits projets à mon sens. Ou alors, faut avoir du cash.
cash, il faut avoir des reins solides, mais il faut toujours se dire, il peut y avoir un problème. Alors que la bourse, entre guillemets, c'est que l'argent que vous mettez où vous pouvez avoir un problème. Le truc avec l'immobilier, c'est que vous allez mettre des gens, souvent, ça dépend de ce que vous faites aussi dans l'immobilier. Si vous faites de l'achat-revente, là, il n'y a pas de problème, il y a moins de problèmes. Mais si vous mettez en place des locataires, il y a des gens, ils vivent dans vos appartements, et s'il y a un problème d'eau chaude, il faut régler. S'il y a un problème de fuite, il faut régler. S'il y a un problème de n'importe quoi, il faut régler. Donc, il faut être disponible, il faut pouvoir être là. Et je pense que d'ailleurs, mon erreur vraiment en immobilier, ça a été d'investir trop loin. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais corriger très prochainement, mais d'investir dans un rayon d'au moins, de maximum, je dirais 30 à 40 minutes de route de chez moi, grand max. Là, c'est problématique, quoi. Surtout quand on est jeune, tu vois, je pense que si on fait toujours des études à côté, tu vois, si on fait un petit boulot pas trop loin de son université, je pense qu'il faut quand même savoir combiner le temps et l'effort. Parce que je pense que c'est ça, tu vois, qu'on n'a pas souligné forcément, c'est qu'il y a aussi cette notion d'efficience. C'est-à-dire qu'il faut investir aussi dans quelque chose où on peut gérer à la fois ses études, ses projets de vie et à la fois se dégager du temps. Et c'est pour ça que je trouve que les ETF font très très bien le boulot. S'il n'est pas un conseiller en investissement, bien entendu. Et également, tu vois, sur l'immobilier, moi je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est chouette, alors qui est de plus en plus accessible, c'est les SCPI. Je ne sais pas si toi tu investis en SCPI ou si c'est quelque chose qui t'intéresse. En gros, les SCPI, c'est société civile immobilière où tu vas vraiment diversifier, en fin de compte, où tu vas devenir associé d'un parc immobilier avec une société et où tu vas recevoir donc des revenus récurrents. Donc moi je sais que j'ai investi à travers Iroko, j'ai investi à travers Quorum et je reçois des revenus réguliers. Bon, après bien sûr sur certaines SCPI, il faut savoir que le coût est plus élevé que certains, enfin le coût d'entrée en tout cas, c'est un peu plus tendu. Mais toi qu'est-ce que tu penses des SCPI? Est-ce que c'est quelque chose où tu as investi? Moi je pense que les SCPI c'est un bon placement et tu vois j'irais plus clairement sur des SCPI que de l'immobilier fractionné, sur des plateformes et tout ça. En tout cas, à moins que les plateformes aient plus de bouteilles. Mais clairement, les SCI, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. C'est régulé par l'AMF. Il y a des gros investisseurs qui mettent énormément d'argent là-dessus. Et moi, si des milliardaires ou des millionnaires ne mettent pas d'argent sur des plateformes en ligne, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Tu vois. S'ils savaient qu'il y a 12% de rendement et que c'est simple et tout, ils le feraient. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller sur des SCPI? Pourquoi est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller en bourse, sur des courtiers un peu vieillots, l'interface est un peu compliquée, tout ça? Et parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a des garanties, il y a des sécurités. Et encore une fois, ça dépend de votre profil. Si vous êtes un profil qui veut prendre des risques, prenez des risques, allez sur du Brix, allez sur des choses comme ça. Si vous êtes un profil plus bon père de famille, ce qui va beaucoup plus me correspondre par exemple, allez plus sur du traditionnel, même si évidemment le traditionnel n'est pas vocation à être hyper performant. Pour en revenir sur la SCPI, je trouve que c'est un très bon placement. En tant que tel, je dirais pour un particulier qui a juste du cash, moi je pense que la bourse sera plus efficiente, aura plus d'intérêt pour le particulier, parce qu'en fait, un particulier, à titre personnel, il va se faire assassiner en impôts. Sur les impôts, sur les revenus immobiliers. Ouais, sur les revenus immobiliers, en fait, ça va être considéré comme des revenus fonciers. Il va se faire déchirer sur les prélèvements sociaux, plus l'impôt sur les revenus si la personne est dans une tranche déjà à 30% ou 41%. Donc, il va se faire assassiner. En plus, effectivement, tu as parlé des frais d'entrée. Enfin bref, il y a toute cette partie-là. Et en plus, quand tu vas revendre, tu as aussi la fiscalité sur ta plus-value quand tu vas revendre et que tu as de la plus-value. Bref, tu vas te faire assassiner à titre perso. Les SCPI, pour moi, le cas où ça devient intéressant, c'est quand tu investis en société et que tu vas... il y a plusieurs stratégies, mais en société notamment, tu peux faire un démembrement. Et donc, du coup, c'est un peu technique à expliquer, mais je conseille aux gens, si vous souhaitez vous renseigner sur ça, que vous avez une société, à la regarder du côté des démembrements quand vous investissez en SCPI via une société. À titre personnel, moi, les seuls cas où je trouve que c'est intéressant, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez de l'effet de levier, vous pouvez emprunter de l'argent auprès de votre banque, mais vous n'avez pas envie de vous emmerder avec un locataire. Et là, dans ce cas-là, super, vous avez bien fait d'utiliser l'effet de levier pour investir en SCPI. Donc ça, c'est un super cas à faire. Si par contre, vous n'avez que du cash à le mettre et vous voulez juste le déposer sur vos SCPI, moi, je trouve que ce n'est pas hyper pertinent. Enfin, moi, ça ne correspondrait pas à ma stratégie personnellement. Et enfin, dernier cas, vous avez du cash, mais vous avez un objectif de transmettre du patrimoine à vos enfants. Et là, vous pouvez acheter, pareil, des SCPI en démembrement et donner, du coup, en gros, dissocier, donner à vos enfants une partie Alors, eux, ils vont récupérer la nue propriété et vous allez récupérer l'usufruit pendant un certain temps. Et en gros, ça va se donner au fur et à mesure du temps.
Donc ça, moi, c'est les cas que je verrai. Et après, c'est intéressant. En fait, le seul indicateur qui est vraiment à regarder sur chaque investissement, à la fois en immobilier, à la fois en bourse, à la fois en SCPI et pour tout autre type de placement, crowdfunding, etc., c'est le TRI, le taux de rendement interne. C'est l'indicateur qu'il faut regarder. Et en fait, ça vous montre, c'est un pourcentage qui va vous dire quel est le rendement de votre argent investi, de votre euro investi. Donc par exemple, en immobilier locatif, souvent, enfin moi en tout cas sur mes projets, mes 2 projets que j'ai faits, mon TRI il est autour de 40%. Pourquoi ? Donc c'est énorme, tu dis 40% par an, comment ça se fait que tu peux avoir 40% par an ? Tout simplement parce que j'ai mis 10 ou 20 000 euros d'apport. Donc ça c'est l'argent que j'ai immobilisé dans mon projet. Mais comme j'ai fait effet de levier, c'est la banque qui a emprunté de l'argent, je vais recevoir des flux par les locataires qui vont payer du coup une partie de mon loyer. Et bien en fait, j'ai mis que 10 000 euros pour, dans 20 ans, sortir avec 200 000, tu vois. Donc en gros, c'est un peu l'idée. Donc ça veut dire que forcément, j'ai un taux de rendement qui est énorme. Dans le cas où vous allez investir dans des SCPI, par exemple, que vous n'allez pas faire d'effet de levier, vous n'allez pas emprunter de l'argent, vous avez 100 000 balles sur votre compte, vous mettez 100 000 balles dans votre SCPI, votre TRI, ça va être plus ou moins équivalent à votre taux de distribution, qui est le rendement de votre SCPI, donc 7-8%. Et du coup, on compare, on se dit, attendez, en SCPI, je vais avoir 7-8% de TRI, et en immobilier locatif avec effet de levier, je vais être à 40%. Donc ça se compare. Et alors là, parce que du coup, ça se compare pas vraiment, vu qu'il y en a des cas où il faudra être actif dans la stratégie et l'autre beaucoup moins. Mais ce qui peut se comparer, c'est SCPI avec effet de levier, SCPI sans effet de levier. Là, vous allez comparer le TRI, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de ça. Et c'est pour ça aussi que le crowdfunding, je le fais pas parce qu'il n'y a pas d'effet de levier. Donc en fait, tu auras un TRI qui va être proche de ton taux de rendement. Et en fait, c'est le seul indicateur qu'il faut voir. Même en bourse, du coup, le TRI, on peut aussi le calculer avec les dividendes qu'on va recevoir et la future plus-value qu'on va générer. Voilà, moi, c'est l'indicateur que je regarderai pour comparer des investissements entre eux. Très bien. En tout cas, c'est vrai que là, du coup, on a plusieurs piliers d'investissement. Du coup, si on pouvait résumer, premièrement, on a l'épargne, c'est-à-dire savoir bien budgétiser, savoir ce qui sort, savoir ce qui rentre. Ensuite, on a parlé donc d'ETF, on a parlé d'actions, donc pour ceux qui souhaitent vraiment s'intéresser un peu plus en détail là-dessus. Ensuite, on a parlé plutôt des immobiliers SCPI. Micro-entrepreneur, voire side business pour ceux qui souhaitent vraiment se lancer à côté de leur étude. C'est vrai que ça, le side business, on n'a pas trop parlé en fin de compte. Comment est-ce qu'un jeune peut trouver en fin de compte son side ? En gros, tu vois, j'aime pas ce côté obscur, enfin non, son côté entrepreneurial. Parce que j'aimerais aussi revenir sur ça, c'est quelles sont, toi, à ton avis, les qualités pour devenir un bon jeune entrepreneur ? Un bon jeune entrepreneur, il y a ce débat de est-ce qu'il vaut mieux être très focus ou très diversifié ? Oui. Moi, par exemple, je sais qu'avec Roman Payet, un ami créateur, lui, il est très en mode focus. Moi, je suis beaucoup plus diversifié. Je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, la qualité essentielle d'un entrepreneur ou d'un étudiant qui veut réussir dans le side business, c'est d'être efficace. Il faut pouvoir massivement exécuter et faire des choix drastiques. C'est-à-dire que par exemple, il ne faut pas passer, je te prenais l'exemple de 3 heures sur la couleur bleue d'un bouton sur son site. Si tu fais ça, ton site ne va jamais sortir, tu ne vas jamais générer de revenus ou quoi que ce soit. Il faut partir direct à l'essentiel, il faut faire des actions massives. Donc massive, c'est quoi ? C'est prospecter par téléphone, c'est faire des appels, faire des rendez-vous. Pour moi, c'est ça la qualité essentielle d'un entrepreneur qui veut monter un projet. Après, moi, si je devais conseiller à quelqu'un qui démarrait, qui aujourd'hui est étudiant et qui ne gagne pas d'argent à côté, je conseillerais plutôt de démarrer par une activité qui permet de gagner de l'argent, mais sans inventer un nouveau système. Je pense qu'il y a des gens, ils sont frustrés en se disant « Oui, mais ça existe déjà. » Ou alors « J'aimerais faire un nouveau site qui permet ça avec de l'IA et tout ça. » Non, j'ai envie de dire, faites simple. Je sais pas, donnez des cours dans des écoles, je sais pas, faites de la traduction de sites web, créez des sites web pour des clients avec des sites WordPress, par exemple, ça se fait très très bien, ça se vend quelques centaines d'euros et vous pouvez commencer à gagner des sous. Même, tu vois, j'ai fait le livreur Uber Eats à côté de ma chaîne YouTube. Tu vois, j'avais déjà ma chaîne YouTube, je faisais le livreur Uber Eats parce que c'était une manière pour moi de gagner un revenu plus ou moins régulier en plus des études, sans forcément avoir un contrat de travail, etc. Donc, quand on est micro-entrepreneur, on a plein d'options. Il n'y a qu'à voir tous les profils qu'on a sur Malte. Donc, c'est une plateforme de freelance. Vous avez maintenant plein de métiers qui existent. Graphiste, designer de logo. Vous avez plein de choses.
Si vous voulez faire un petit peu de sous sans trop vous responsabiliser, vous avez des plateformes comme ComeUp, je crois, qui est l'équivalent. Enfin, l'ancien c'était 5euros.com. Tu as Fiverr aussi maintenant. Fiverr, exactement. Où on peut créer des petits services pour 5 euros. Et il suffit de vous allez créer un e-book sur un sujet, sur de la diététique, sur un truc comme ça. Vous vendez votre e-book à 5 euros. Si vous faites 10, 15 ventes dans le mois, vous avez peut-être 50, 100 euros qui tombent. Alors, c'est pas une promesse, mais bon, c'est potentiellement un revenu supplémentaire. Je pense qu'il y a de l'ego, tu vois, un peu dans l'air. C'est ce que j'en parlais au dernier podcast avec Emma. Tu sais, quand on était à la bulle, là, petit clin d'œil à la bulle d'ailleurs. Elle voulait. Alors, tu vois, elle m'avait fait tout un business plan et tout au niveau de son podcast. Faut que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça. Et là, je lui ai dit concrètement, viens, on prend nos portables, parce qu'elle voulait le micro, tu vois, un bon micro. Je lui ai dit, viens, on prend nos portables, on les pose côte à côte. Il y a une IA qui existe pour modifier la voix, pour la rendre beaucoup plus, tu vois, podcastant, tu vois, vraiment quelque chose de clair et de net. On s'est posé, on a lancé le podcast, elle a sorti son premier épisode avec moi, et là, elle a lancé le deuxième avec Julien là. Donc en fait, tout ça pour vous dire que la réflexion, je pense que dans le côté entrepreneurial, faut pas réfléchir en fait. Souvent, alors réfléchissez quand même un petit peu à votre projet, mais ne dites pas si ça marche pas et si je passe à côté d'un truc, ça sera pas parfait au début. Il faut accepter que ça soit pas parfait. Je pense qu'il faut se donner des deadlines, tu vois, en mode il faut passer du côté consommateur à producteur. Ça, c'est hyper important, cette notion-là. Où je me retrouve des fois, souvent de fois, 2-3 heures sur YouTube à être là en binge-watching, tu vois, sur YouTube. Un consommateur. Et c'est terrible. Et pas forcément du mauvais côté, c'est-à-dire pas forcément que du divertissement. Par exemple, des fois, je vais être là pendant 2 heures, je vais être là à comparer des templates de sites pour voir qu'est-ce qui est le plus beau, qu'est-ce qui est le plus adapté à tout site. Et des fois, 2 heures, ça peut se faire quand tu as un gros site, tu as beaucoup de trafic et tout. Mais quand tu démarres, tu n'as pas besoin de passer 2 heures dessus, tu vois. Tu as besoin d'être efficace. Donc, tu prends le premier thème qui te vient, tu cliques, tu fais suivant. Et en fait, pour moi, il faut donc switcher de je consomme, je prends des informations, etc. Et ensuite, OK, maintenant, je passe massivement à l'action. Je pose les actions, c'est-à-dire j'écris un article, il est publié, il est partagé sur mes réseaux, ok, j'en crée un deuxième, j'en crée un troisième, etc. En parlant de réseau justement, comment se faire connaître toi? Par exemple, si tu devais recommencer depuis zéro, où est-ce que tu commencerais? Parce que Axel Paris, je sais que ça a commencé sur YouTube si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais voilà, si tu devais recommander, tu vois, à quelqu'un, je sais pas, il a une idée, il a un podcast, tu vois, comme Emma, ou je sais pas, il veut lancer son compte, il veut parler d'investissement, il est fada de ça ou d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Où se lancer? Sur quelle plateforme? Sur quel réseau social? Là aussi, ça va dépendre aussi quel type de business qui va être lancé, aussi l'image qu'on veut se donner. Moi, je pense que quelqu'un qui veut faire carrière, qui veut faire plusieurs années longtemps, il faut démarrer et il faut être sur YouTube. YouTube, c'est the place to be. J'ai trouvé ça aussi. En fait, tu peux créer du contenu qui va créer de la preuve sociale avec les gens. Tu vas aussi créer un lien très très fort avec l'audience. Tu n'auras pas du tout la même chose sur un blog. Par contre, le blog, ça va être aussi très périn. L'avantage avec YouTube, c'est que les vidéos, en fait, c'est des contenus qui peuvent être facilement partageables. Les articles de blog aussi sont très facilement partageables, mais c'est très difficile de démarrer sur un blog. Tu lances un blog et que tu écris plein d'articles de très bonne qualité, jamais ton blog va faire 100 000 vues le premier mois. Ça n'arrivera jamais. Mais par contre, sur YouTube, tu peux démarrer ta chaîne, faire 4-5 vidéos assez quali, très captivantes, avec un bon storytelling ou sur ton sujet pédagogique que tu veux. Et YouTube peut te recommander, peut te mettre en avant. Et en fait, la plateforme, naturellement, va te pousser. Donc, c'est une puissance qui est infinie. Donc, aujourd'hui, moi, je conseillerais pour quelqu'un qui veut faire carrière et qui veut avoir sa stratégie long terme, je la mettrai vraiment sur YouTube. Après, sur l'acquisition, je la mettrai beaucoup plus sur TikTok, je pense. Et sur l'aspect, donner un peu de ce qui se passe dans sa vie, etc., avoir de l'instantanéité, je la mettrai sur Instagram. Mais bon, moi, c'est des réseaux que je ne traite pas vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'Instagram, ça marche beaucoup quand on est là tous les jours à entretenir. Et voilà, faut entretenir la communauté. Moi, j'ai une vision beaucoup plus. Je veux faire un contenu et qui reste longtemps et qui soit consommé par plein de gens. Et si c'est ça votre stratégie, alors YouTube sera la bonne plateforme. Si vous êtes plus du genre à j'ai une idée, j'ai un truc que j'ai envie de tester, j'ai envie de tester tout de suite là, tu vois, c'est TikTok, Instagram, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Mais le souci, c'est que un TikTok qui va être fait il y a 1 an, il va difficilement revenir sur le devant de la scène, tu vois. Alors que YouTube,
c'est un moteur de recherche, donc ça va revenir. Justement, je voulais rebondir sur ça, sur le fait du SEO, la stratégie SEO. Ouais. Je sais que sur YouTube, c'est nouveau et c'est vrai qu'on recherche beaucoup de choses en fin de compte. C'est un Google-like, quoi. C'est vraiment, tu cherches pas comment changer le pneu d'une bagnole. Moi, je sais que je vais directement sur YouTube, tu vois, je vais plus chercher sur Google parce que tu as l'image, c'est pédagogique, c'est interactif. Et il y a vraiment ça aussi sur le côté. J'ai l'impression que YouTube met de plus en plus en avant les petits créateurs. Je le vois vraiment. Ouais. Au début, j'avais vraiment du mal et là, j'ai l'impression que l'algo, il a changé. Pas parce que j'ai plus d'abonnés, mais je gagne de plus en plus d'abonnés, mais parce que mes vidéos traite plus d'un sujet de valeur, c'est-à-dire que j'essaie d'apporter un maximum de valeur sur une réponse précise, sur le comment, c'est-à-dire tu vois, comment investir, comment faire, comment budgétiser, comment investir, tu vois, par exemple, alors d'ailleurs je te mettrai la chaîne dans la description sur Interactive Broker. Je sais que toi par exemple tu traites vraiment beaucoup de ce sujet-là. Et tes vidéos, quand tu tapes Interactive Broker, par exemple, je regardais, pour être honnête avec vous, j'utilise Interactive Broker, ça fait faire 1 mois que je l'utilise. J'ai tapé comment trouver les dividendes, enfin tu vois, comment voir les dividendes que tu as reçus sur Interactive Broker. J'ai trouvé qui en premier? J'ai trouvé et le trouvé pire, c'est que c'est le titre de la vidéo. C'est vraiment la vidéo. C'est vraiment ça, exactement. J'ai fait oh le petit bonheur, mais c'est génial. Ouais. Et t'es tombé vraiment, mais nickel. Et je pense, tu vois, c'est vraiment ça. Combiné, en tout cas sur du long terme, pour pas faire du contenu, tu vois, qui se dégrade et qui se périme. Vraiment, YouTube et articles de blog, les sites internet, c'est quelque chose qui vraiment sur le long terme peut performer. Si par contre on veut, comme tu le dis très bien, si tu veux reach, c'est-à-dire vraiment aller chercher le plus de personnes tout de suite et qu'on te voit à l'écran, vraiment ça parle plus de personnes possible, c'est TikTok et c'est Instagram. Ouais, mais ça prend un temps qui est déjà monumental. Et en fait, juste faire de la qualité sur YouTube, ça te prend un temps. Imagine pas. Ah, quand je vois tes vidéos de 2 heures, je fais wow. Et encore, c'est 30% de mon temps. Tu vois, donc en gros, là aujourd'hui, c'est 30% la chaîne principale, 30% la chaîne Interactive Broker. Et encore, là, je fais aussi un blog à côté. Et là, j'ai 30%. Du coup, nouvelle activité, c'est le courtage en assurance. Donc, tu te diversifies encore plus. Du coup, tu es quelqu'un qui se diversifie. Et moi, je suis quelqu'un qui va essayer de mettre des petites pièces dans toutes les machines et tout. Mais après, voilà, ça dépend des stratégies. C'est très problématique parce qu'en fait, ça te demande un effort mental de switcher de sujet de manière constante. En fait, tous les jours, hop, j'ai un mail d'un autre sujet, hop, faut que je le traite tout de suite parce que telle personne m'a mis un commentaire ou quoi. Ou alors, c'est un freelance qui me demande Enfin bref, tu es toujours dérangé dans tous les sens. Mais je pense que même si j'avais que ma chaîne principale, je pense que j'aurais quand même, si j'avais fait un zoom dans cette activité, que j'aurais vraiment intensifié l'activité, j'aurais quand même cette diversification au sein de l'activité. Je pense que même toi, au sein de Sequoia, après, toi, tu fais aussi un peu comme moi, c'est-à-dire que tu as aussi YouTube, Instagram, tous les réseaux. Donc, tu es quand même un peu diversifié, un peu tiraillé dans plein de sujets, j'imagine. Ouais, beaucoup, ça, on pourra reparler en off, mais ouais, totalement. Et j'aimerais revenir aussi sur quelque chose, c'est qu'on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en 1 an, en 6 mois, et on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en 5 et 10 ans. Axel Paris, dans 5 et 10 ans, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Ça va donner... toujours un créateur sur YouTube. Clairement, YouTube, c'est ma plateforme de cœur et je pense que je vais y rester. Moi, je me verrais bien d'une certaine manière ambassadeur de marque parce que je sais que porter le message et porter une marque, c'est quelque chose qui me plaît bien, tu vois. Là, j'ai fait l'expérience, ça fait 2 ans avec Interactive Broker. J'aime énormément ça, de me dire, OK, il y a un produit que moi, je suis fan, j'adore. Ils me payent pour parler d'eux et pour aider les gens. Mais je trouve ça génial. Pour moi, c'est une super combinaison. C'est ça, c'est un métier de rêve. Donc, je me verrais bien ambassadeur d'une ou plusieurs marques. Alors, ça peut être un produit technique, mais ça peut être aussi un logiciel. Ça peut être n'importe quoi, un courtier en bourse. Ça peut être même, tu vois, ambassadeur, un peu représentant de quelque chose, tu vois. Je dirais peut-être pas dans la politique, mais peut-être dans cette idée-là, tu vois, c'est-à-dire porter un sujet, porter un message. Et d'aider les gens, tu vois, le côté un peu formateur. Donc moi, toujours sur Internet et sur mes activités, moi, clairement, le but, ma stratégie n'a jamais été de faire un braquage et une réputation, mais 10 ans à se construire et 5 minutes à se détruire. Donc, il faut vraiment viser long terme, il ne faut pas faire les choses de la mauvaise manière, pas non plus pour les mauvaises raisons. Tu vois, je préfère me comparer que toujours à moi-même et faire 10% d'augmentation tous les ans, ce qui est déjà vraiment déjà très bien, ou même 20%, même 30%, enfin bref, l'augmentation que moi je décide de faire et mettre en place les actions que je décide de faire. Mais ce qui est dur avec Internet, en fait, c'est que on a trop tendance à se comparer, et en fait, YouTube ou quoi, principalement YouTube, va vraiment mettre en avant des créateurs qui vont montrer beaucoup le show-off, parce que c'est ce qui fait cliquer, c'est ce qui montre, et on va se dire, ok, c'est ça la réussite, mais c'est pas ma réussite.
Et tu vois, m'expatrier par exemple à Dubaï, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Et en fait, je me dis juste, en fait, le rationnel, c'est juste, moi, j'ai besoin au minimum, tu vois, 2000 € net pour vivre, pour être vraiment bien. À terme, si j'ai une famille et tout, et subvenir aux besoins, les projets, tout ça, ce serait 3 à 4 000 € net par mois, ce serait vraiment exceptionnel. Et en fait, tout l'extra, tout le bonus, c'est super, je vais pouvoir faire des projets, je vais pouvoir investir, je vais pouvoir voyager un peu plus, je vais pouvoir développer des entreprises ou quoi, mais ça va être de l'extra. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas besoin de plus, c'est-à-dire qu'en fait, faire des mois à 50 000 €, ok, cool, mais je veux dire, je vais pas aller les chercher, je vais pas me tuer, me scarifier pour aller chercher les 50 000 €, ça m'intéresse pas. Moi, déjà, aujourd'hui, ma société fait autour de entre 7 et 10 000 € par mois et ça me suffit largement et je vais pas chercher l'extra croissance. Tu vois, je publie même pas une vidéo par mois et ça me suffit parce que j'ai besoin de prendre le temps de construire quelque chose. Donc, moi, 5 ans, 10 ans, c'est toujours donc, rester sur Internet, rester sur le contenu comme je fais, prendre le temps et surtout faire attention à ma santé parce que c'est ça le plus important. Et plein de créateurs, on a vu, il y a plein de gens qui font des pauses, il y a plein de gros youtubeurs, pas forcément dans le domaine de la finfluence, mais il y a plein de gros youtubeurs qui font des pauses. On l'a vu avec Mastu, on l'a vu avec, je sais plus comment il est, la personne qui faisait du divertissement, qui est passée dans la musique avec des dreads. Ah non, Théodore, merde, je je crois. sais plus. Ah ouais, ok. Ouais, c'est Théodore qui, pareil, aussi fait un peu un burn-out de YouTube. Ok. Donc, Internet, c'est très bien, il y a des très belles opportunités, mais il faut faire attention. Il y a plein de gens, ils vont rester 2-3 ans et hop, parce qu'ils ont tout mis dans 2-3 ans, ils vont partir après. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais. En tout cas, si vous voulez vous lancer clairement sur les réseaux ou en faire un side business, YouTube et de manière générale, la finfluence, la créateur économie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, faut pas se crever. Il faut y aller en douceur. Le mot de la fin, ceci est un marathon et pas un sprint. Merci beaucoup Axel pour ton intervention, un vrai plaisir. Je vous affiche juste là sur l'écran, je ne sais pas où ça va apparaître, le guide financier. Si vous voulez, je vous mets également le lien dans la description pour aller commander le livre si vous avez envie. Axel, encore merci d'avoir participé à ce podcast. J'espère te revoir très vite. Est-ce qu'on va avoir un prochain livre ou pas? Est-ce que tu penses que dans 5-10 ans, il y aura un autre livre? Merci. Le guide financier 2. Est-ce qu'il y aura un guide financier 2? Je ne pense pas, parce que ça prend beaucoup de temps, mais il y aura certainement une V2, c'est-à-dire une amélioration du contenu existant, parce que je l'aime bien comme démarrer ici, tu vois, comme outil de démarrage ici. Tu nous fais pas un PEA Trade République, hein, ok? Non, j'aimerais bien. Merci Axel, à très bientôt. À bientôt, ciao. Le guide complet. Le guide complet des jeunes actifs financiers. Je sais même pas ce que c'est. Tu t'en rappelles plus de ton livre. En gros, Attends, le guide financier des jeunes actifs. Attends, faut qu'on refasse l'intro, c'est pas possible. Là, c'est n'importe quoi. Gros, je sais même pas ce que c'est mon livre. Attends, on va recommencer. Non, j'étais stressé, je t'ai vu. Attends, non, parce qu'en fait, même moi, En gros, ça m'a- le guide financier des jeunes actifs. Ouais. Oh, attends, faut qu'on la refasse, je suis désolé.